des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Le moment est très grave. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause. C'est un moment où il y a beaucoup de difficultés. On traverse un moment extrêmement grave, décisif pour le pays. Je pense que la France est à la croisée des chemins. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record, pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est la première fois depuis 1958. 15 jours pour faire le budget, 15 jours seulement. On a le choix aujourd'hui entre relever la tête, accepter un budget de redressement ou s'enfoncer dans un déficit dont on sait aujourd'hui où il nous mènera, vers un affaiblissement durable. Bon courage, tenez bon. Excellent jingle de notre Maxime National, le réalisateur des vraies voix qu'on applaudit et qu'on adore. Michel Barnier estime que la chute de son gouvernement provoquerait des turbulences graves, une tempête sur les marchés financiers entre autres. Le Premier ministre estime qu'il va devoir recourir au 49.3 pour tenter de faire adopter son budget. Et ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, renchérissait en accusant les oppositions de prendre le risque, je cite, d'envoyer la France dans le mur. Alors parlons vrai, est-ce qu'accuser ceux qui ne voteraient pas le budget d'être des pyromanes, ce n'est pas s'auto-absoudre de la situation financière de la France? La Macronie est-elle fondée à donner des leçons de bonne gestion de l'argent public? Et à cette question, moment très grave, risque d'envoyer la France dans le mur, la dramatisation concernant le budget est-elle justifiée? Vous dites non à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, vous venez de l'entendre, Benjamin Morel, politologue et auteur du livre Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours, publié aux éditions Passé Composé. Philippe Bilger. Je comprends tout à fait que du point de vue du Premier ministre, il soit nécessaire de dramatiser, de laisser croire que s'il y avait évidemment un non-budget, un non-vote du budget, ça créerait une catastrophe pour notre destin national. Mais en même temps, comment dire, j'ai l'impression que beaucoup de citoyens commencent à être lassés par cette situation un peu ambiguë, hybride, complexe. On a envie de netteté. Et moi, le premier, alors j'ai sans doute tort, mais je crois qu'il y a une forme de lassitude démocratique aujourd'hui devant une situation politique dont on sent qu'elle n'est pas arrivée au bout. Et au fond, c'est comme si on en avait assez de ces jeux parlementaires et qu'on rêvait enfin d'une conclusion présidentielle. On en a vraiment assez, et je crois que paradoxalement, les Français seraient heureux d'une forme de censure. Oui, ils le sont. Moi, je pense que toutes les enquêtes vont le montrer. Ça ne fait que galoper. Ils sont déjà majoritaires, et vous allez voir tous les sondages qui vont tomber demain, après-demain, vont être dans ce sens. Et je rejoins. C'est pour ça que j'acquiesçais en fait à ce que disait Philippe. Je pense qu'il y a quelque chose d'existentiel maintenant dans l'opinion. Et puis, évidemment, Michel Barnier ne s'est pas aidé hier. Je veux dire, son intervention est crépusculaire. C'est-à-dire que moi, le chaos, et Benjamin nous le dira parce qu'il observe depuis si longtemps la vie politique comme moi d'ailleurs, le moi ou le chaos, ça ne peut plus être un argument. Ça ne peut pas être un argument. Ça n'est plus ça. Surtout quand on a le chaos. Surtout quand on est soi-même le chaos, ouais. Surtout quand on est issu d'un chaos, surtout quand on est minoritaire. Je pense que vraiment, attention à Emmanuel Macron. Hein. Moi, je dis à Emmanuel Macron, s'il écoute les vraies voix, attention, hein, parce que la dernière solution qui va vous rester, parce qu'après, que vous le vouliez ou pas, vous serez rattrapé par les événements et vous serez obligé de démissionner. Au stade où nous en sommes, je ne vois pas quelle est l'autre solution, sauf à trouver un attelage intelligent après Michel Barnier. Farid Temsamani. Moi, je trouve même scandaleux en réalité cette petite musique de dire que s'il n'y a pas de budget, c'est forcément le chaos. En réalité, ce qui est faux d'ailleurs. Ce qui est complètement faux, parce que nos institutions, Benjamin Morel nous expliquera mieux que moi, mais en fait, notre Constitution permet justement de fonctionner même si le budget n'est pas adopté. Puis au petit passage, il y a un petit mensonge, si je dis pas de bêtises, hein, sous réserve de Benjamin Morel, mais il me semble que Michel Rocard n'avait pas de majorité à l'Assemblée en 88 à 91, quand il était Premier ministre, non. Et donc du coup, et pourtant il avait bien été adopté. Il avait une majorité relative. C'est pas là, c'est la minorité absolue. Exactement. Ça n'a pas tout à fait pas rien à voir. Moi, cette petite musique, cette infantilisation du pays, en réalité, moi je pense qu'elle dessert en réalité la vie politique. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, qu'à un moment donné, allons-y.
finalement. Je ne suis pas certain qu'il y ait censure en réalité, mais je pense que les Français, à un moment donné, sont lassés de cette situation. Juste parce qu'ils sont très politiques, en fait, les Français. Il ne faut pas prendre les Français pour des andouilles. Les Français, c'est un peuple hyper politique et ils voient tout, en fait, en réalité. Et surtout quand ça sonne faux. Vous souhaitez que le gouvernement Barnier reste aux commandes ou vous souhaitez qu'il y ait une censure? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Benjamin Morel, ça passe ou ça casse? C'est-à-dire, c'est le budget ou le chaos? Non, c'est pas le budget ou le chaos. Déjà, il y a 3 voies si jamais il n'y a pas de budget. Alors déjà, et notamment si ça tombe sur le PLFSS, c'est-à-dire qu'on a un vote la semaine prochaine sur le projet de loi de financement. Oui, on a déjà nettoyé nos agendas pour ça, Benjamin. Vous inquiétez pas. Et le gouvernement peut tomber dès la semaine prochaine. Si jamais il tombe dès la semaine prochaine, il y a encore un mois avant le 31 décembre. Ça laisse le temps de nommer un nouveau gouvernement, de reprendre les textes. Il faut voir que si le gouvernement est renversé, il tombe directement, mais ses budgets ne sont pas morts. Ils continuent, ils restent en discussion. Donc on est obligé de recommencer dès le début. Donc on a des budgets qui peuvent continuer à tourner, qui peuvent être amendés. On peut faire un cadeau à tel ou tel groupe politique pour que la prochaine fois, ça passe. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est qu'on peut reconduire mois par mois les dépenses de l'année précédente. C'est les 12e provisoires version 5e République. Quant aux recettes, on peut voter une loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à prélever les impôts. Marine Le Pen a dit qu'elle la voterait, et donc c'est faisable. C'est pas durable sur le long terme, parce qu'on reste indexé sur le budget de l'année précédente, et donc il y a des choses qui bougent. Ça peut pas être structurel, mais ça laisse quelques mois de plus. La dernière option, comme le budget reste en discussion, à partir du 21 décembre, au moins pour le budget de l'État, on peut appliquer le budget par voie d'ordonnance. C'est juridiquement possible, politiquement c'est plus compliqué. Imaginez-vous un Michel Barnier démissionnaire qui arrive sur un rond-point et qui explique un nouveau gilet jaune, qu'il applique par ordonnance une taxe sur l'électricité sur la base d'un budget rejeté par le Parlement. Ça paraît quand même un peu fort de casser. Juridiquement ça passe, politiquement c'est plus compliqué, mais ça montre qu'il n'y a pas de shutdown. Ça c'est juridiquement impossible. Benjamin Morel, comment expliquez-vous qu'alors que on avait l'impression, au moins initialement, d'une sorte d'empathie entre Michel Barnier et le Rassemblement national, que en définitive le Premier ministre n'ait rien cédé à ce Rassemblement national, même des choses qui peut-être au sens figuré ne lui auraient pas trop coûté, comme s'il voulait aller profondément, suicidairement, vers une motion de censure. Comment expliquer cela, à votre avis ? C'est un vrai mystère pour moi aussi, Philippe, parce qu'en fait, tout à l'heure, le nom de Michel Rocard est employé. Qu'est-ce qu'il faisait, Michel Rocard? Il avait en effet pas de majorité. Il tenait, grâce à l'abstention sur les 49,3 et les motions de censure, des communistes et des centristes. Et quand il proposait un budget, moi, notre texte, il disait à ces groupes, de quels amendements avez-vous besoin pour ne pas me censurer? Et les centristes, les communistes, donnaient une liste de courses. Ensuite, ils arrivent dans sa conscription en disant, si on n'a pas censuré Michel Rocard, c'est parce qu'il nous a donné ça, ça, ça. C'est ce qu'il aurait fallu faire dès la première lecture avec le Rassemblement national. Plutôt que de dire aux députés, débattez, de toute façon j'en ai rien à faire, on va discuter entre adultes ensuite au Sénat, il aurait fallu utiliser un 49,3 à ce moment-là, donner au RN un os à ronger pour expliquer pourquoi il ne censurait pas en première lecture. Là, la pression est tellement montée, et comme on n'a rien cédé au Rassemblement national, qu'aujourd'hui il devient très compliqué au RN de ne pas censurer, et s'il ne censure pas in fine, il faudra un cadeau d'autant plus gros, autrement dit d'autant plus cher, ce qui évidemment est compliqué, qui sera posé sous le sapin de Noël de Marine Le Pen pour qu'elle justifie à son propre électorat, qui aujourd'hui est remonté comme un coucou, ce qui n'était pas le cas il y a un mois, qu'elle ne censure pas. Donc cette stratégie parlementaire, objectivement, elle est assez mauvaise. Le Michel Barnier, grand négociateur, je n'en doute pas dans le cadre du Brexit, mais force est de constater que du point de vue de la stratégie parlementaire, ça n'a pas été ça jusqu'à présent. Françoise Degois. Évidemment, parce que tout le monde a sous-estimé, mais s'il nous l'avait demandé, je pense que le premier d'ailleurs à avoir sous-estimé et n'avoir rien compris à Michel Barnier, c'est Emmanuel Macron. Il a cru qu'il s'offrait un Premier ministre un peu pépère, une sorte de François Bayrou, un peu plus âgé, une sorte de quelque chose qui ne serait pas une cohabitation. Il n'a pas compris qui est Michel Barnier, à quel point il est dur, à quel point aussi il est extrêmement arrogant. Moi, je l'avais dit quand il a été nommé, parce que je l'ai vu en situation plusieurs fois à Bruxelles. Il y a quelque chose qui est très dur chez Michel Barnier, et d'ailleurs il l'a montré absolument hier soir. Il n'est pas très malin sur le plan parlementaire, je suis d'accord. Et même s'il faisait un cadeau maintenant, parce que Paris aujourd'hui est rempli de rumeurs sur, ils sont en train d'avoir un accord avec Marine Le Pen et Michel Barnier, ce que démentent les équipes de Marine Le Pen. Bon, elles les démentent jusqu'au moment où ça sera vrai, mais la réalité
réalité, c'est que c'est tellement grossier, en fait. C'est-à-dire que même si vous faites un accord, si vous dites, OK, je lâche sur la taxe d'électricité de 3 milliards, sérieusement, comment vous arrêtez les ressorts de la tragédie que vous avez vous-même remonté? Quand Jean-Philippe Tanguy, aujourd'hui, c'est la première fois, dit « Nous allons voter la censure », comment est-ce que Marine Le Pen sort de cette seringue-là? Ça me paraît complètement impossible, en fait. Moi, j'ai une interrogation pour Benjamin Morel. Si on fait un peu de prospective, on sait pertinemment qu'on ne peut pas dissoudre jusqu'à juillet prochain. Oui. C'est-à-dire voter en août, mais pour plutôt septembre, en septembre. à mon avis, effectivement, si vraiment on va jusque-là. On a vu chez nos pays voisins, notamment la Belgique, qui est resté longtemps sans gouvernement, et pourtant le pays fonctionnait relativement correctement. La question, c'est que si demain le gouvernement tombe, alors ils vont expédier ce qu'on dit comme les affaires courantes. Est-ce qu'on peut demeurer comme ça jusqu'à juillet, voire septembre prochain, sans réel gouvernement politique au sens, je l'entends? Le problème, il n'est pas juridique. Juridiquement, on a tous les moyens. Ça y d'ailleurs une vraie brèche, parce que demain, on pourrait se permettre de ne pas avoir de gouvernement ou de maintenir un gouvernement démissionnaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a une vraie faille là-dessus dans notre Constitution. Mais juridiquement, ça tient. Après, il y a deux points qui peuvent être problématiques. D'abord, gérer une situation financière qui est la nôtre sous le regard des marchés qui vont se dire ce pays n'a pas de gouvernement, pas de budget, c'est même un peu embêtant. Et donc, forcément, renchérissement des coûts de la dette, c'est un problème. Et puis ensuite, on est dans un pays cocotte-minute. Il ne faut pas non plus se voiler la face là-dessus, avec des mouvements sociaux, etc. Combien de temps pourrait-on accepter une forme de neutralisation des politiques avec un gouvernement démissionnaire réduit à des pouvoirs minimums? Ce serait compliqué. Probablement le modus vivendi entre les deux voies. On y reviendra sans doute dans ces prochaines semaines, mais c'est la question d'un gouvernement technique qui aurait pour but de maintenir les grands fondamentaux. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on se dirige probablement vers une dissolution qui devra avoir lieu soit au mois d'août prochain, soit à l'automne prochain, et ça veut dire en plein budget. Autrement dit, c'est reculer pour mieux sauter, et on aura encore quelques mélodrames. Juste un mot sur le gouvernement technique. Je sais, en une seconde, pardon Philippe, je sais que vous êtes un adepte de ça, Benjamin. Moi, je rejette complètement cette idée, parce que chaque fois que vous dépolitisez un gouvernement, vous organisez la politisation et la montée aux extrêmes. Le meilleur exemple qu'on a, c'est l'Italie. Mario Draghi, grand président du Conseil, vraiment grand président du Conseil. Eh bien, ça génère Giorgia Meloni, qui était à 5% avant qu'il arrive au pouvoir, et c'est un raz-de-marée parce que c'est logique. Les peuples très politiques, comme les vieux peuples européens, en réalité, montent toujours. Plus vous les dépolitisez dans l'exercice de l'État, plus ils se vengent, entre guillemets, dans l'exercice électoral. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée, le gouvernement technique. On n'est pas en désaccord, Françoise, mais le fait est que... Pardon, je ne savais pas, je pensais que vous étiez pour. Ça veut pas dire que je suis contre, ça veut dire simplement que le gouvernement technique, c'est ce qui se passe quand on n'a plus le choix. En d'autres termes, quand on n'a aucune configuration parlementaire. Je pense qu'il y a une configuration qui existe, moi, mais bon. Et je pense qu'en effet, je pense savoir celle auquel vous pensez, mais ça implique que les socialistes, puissent se libérer des insoumis, ce qui est compliqué. Ils vont le faire, moi je pense. Et ce qui implique de l'autre côté que Michel Barnier soit, si jamais ils le font, en capacité de leur faire un gros cadeau pour qu'ils puissent se libérer au regard de l'électorat de gauche des insoumis. Or, on comprend bien que si on devait revenir, par exemple, sur la réforme des retraites, les LR ne seraient pas contents. Or, les LR feront forcément partie, pour des raisons arithmétiques, d'une telle coalition, de même que les macronistes. Donc, il est probablement plus facile aujourd'hui pour Emmanuel Macron d'envisager un gouvernement soit technique pas renversé par le RN, soit de droite-centre pas renversé par le RN, qu'un gouvernement droite-centre avec le concours des socialistes, ce qui explique le cas Barnier et ce qui expliquera peut-être la prochaine séquence. On part au 0826 300 300 avec Didier, notre auditeur du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? On joue la dramatisation, vous avez peur? Alors, peur, non. Par contre, moi, le mot budget, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est capital, parce que capital, c'est responsable. Je suis chef de famille, moi, j'avance pas sans budget, je peux pas. Et je dépense en fonction de ce que je gagne. Donc, c'est une trame, c'est une voie. Je vais faire un petit parallèle avec, j'espère que tous, vous avez regardé les images du Vendée Globe. Tous ces marins qui vont affronter vents et marées, les mers, ils sont entrepreneurs, ils sont courageux. Ils sont représentants d'un budget d'investissement pour leurs bateaux, ils respectent leurs sponsors. Ils ont un cap, une allure, un gouvernail. C'est des gens qui sont performants, endurants. Elles sont où ces qualités-là dont on aurait besoin chez nos gouvernants? Respectons-nous, respectons-les, mais il faut absolument qu'on avance avec un skipper.
Il faut véritablement quelqu'un qui soit capitaine à bord, qui les commande. Mais là, une France sans budget, même s'il y a des solutions, je vous ai entendu, il y en a plein, il y en aura toujours. Mais pour moi, je suis désolé, il n'y en a qu'une et on doit la respecter, c'est un budget. Alors, vous avez entendu Didier, Benjamin Morel, il a parlé du skipper. La question se pose du skipper de la France. 1, est-ce qu'il tient toujours la barre? 2, est-ce qu'il va devoir poser l'ancre parce qu'il n'y aura plus d'autres solutions si jamais il y avait 1 ou 2 gouvernements qui sautaient que la démission, à votre avis? Alors vous parlez du skipper Emmanuel Macron, là. Vous avez tout compris, mais j'ai pas le nom du navire, s'il s'appelle France. Mais C'est pas Titanic encore. mais il ne s'appellera pas Norway, c'est sûr. Ça peut être Santiago ICO. Bon, alors. Benjamin Morel. Sincèrement, Emmanuel Macron a une marge de manœuvre aujourd'hui très limitée. Il tient même plus ses propres troupes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le macronisme à l'Assemblée, on l'appelle macronisme par abus de langage. Ils sont atalistes, ils sont plus tout à fait macronistes. Donc on a un président qui garde une capacité d'action. Si Michel Barnier devait être débarqué, ça serait lui qui, in fine, ferait le choix d'une configuration gouvernementale, choisirait un Premier ministre, et à partir de là se trouverait un probable point de suite. Après, la démission, si vous voulez, on ne peut pas la forcer. C'est quelque chose qui dépend vraiment du chef de l'État. Pour être tout à fait franc, je le vois mal quitter la scène avant d'avoir testé sa dernière carte. Or, il lui reste, quoi qu'il arrive, encore une dernière carte en main. C'est la possibilité de dissoudre dans 8 mois. Et donc, un joueur de poker, même s'il a une paire de 2, il quitte pas la table. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2. Jeune qui cite le poker, mais s'il a un 7 et un 2, il quitte la table. C'est la plus mauvaise main, Benjamin, au poker, vous le savez très bien. Et oui, il le sait. On a une canne flush dans les vrais voix aujourd'hui avec vous trois et Benjamin Morel. Allez, t'es auteur du livre Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours, publié aux éditions Passé et Composé. Didier, vous êtes toujours avec nous? Je suis là. Êtes-vous prêt pour le qui c'est qui l'a dit? On y va. Eh bien, c'est dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h.